Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et aujourd'hui, notre débat essentiel sera consacré au Forum économique mondial pour l'intégration en Afrique. Mais on se retrouve tout de suite après une très petite pause. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 9 septembre 2019 avec, comme d'habitude, la revue de la presse qui a parlé de l'Afrique. Et commençons par Slate Afrique où nous lisons « Grand débat télévisé pour la présidentielle en Tunisie, une première ». À 8 jours du premier tour de l'élection présidentielle, la Tunisie organise à partir de samedi et sur 3 soirées un grand débat entre les 26 candidats, une initiative démocratique d'une ampleur inédite dans le monde arabe. Présenté par ses promoteurs comme l'événement de la campagne électorale, dans la vie politique de ce pays pionnier du printemps arabe, l'opération mobilise depuis des semaines les médias audiovisuels publics et privés ainsi qu'une ONG spécialisée dans le débat politique. Et continuons avec African News, d'où nous avons tiré cette nouvelle. L'Union africaine lève la suspension au Soudan après la formation d'un gouvernement civil. Le Soudan n'est plus sous sanction de l'Union africaine. L'institution panafricaine a annoncé ce vendredi avoir levé la suspension du Soudan après que le pays a réussi à se doter d'un gouvernement civil de transition. La décision intervient en effet un jour après la formation du nouveau gouvernement d'union nationale qui prévoit une répartition du pouvoir pendant un peu plus de 3 ans jusqu'à la tenue d'élections entre les militaires et les meneurs de la contestation qui ont contribué à l'éviction de Omar al-Béchir en avril dernier. Et toujours en ce qui concerne le Soudan, le premier gouvernement post-Omar al-Béchir a prêté serment hier dimanche. L'équipe du Premier ministre Abdallah Hamdok, qui doit préparer la transition vers un pouvoir civil, devra relever de nombreux défis. Le point avec Dalia Karam. Majeur du processus de transition vers un pouvoir civil. Le premier gouvernement au Soudan depuis la chute en avril du président Omar al-Béchir a prêté serment dimanche 8 septembre. Les 18 ministres, dont 4 femmes du gouvernement du premier ministre Abdallah Hamdok, un économiste chevronné, ont prêté serment dans le palais présidentiel dans la capitale Khartoum. Ce nouveau gouvernement doit diriger le pays durant une période de transition de 39 mois. Après la cérémonie, le ministre de l'Information Faisal Mohamed Saleh a déclaré aux journalistes qu'il devait déployer beaucoup d'efforts pour répondre aux revendications du peuple. La ministre de la Jeunesse et des Sports, Wala Aissam, a quant à elle déclaré que le chemin à accomplir n'était pas facile et qu'il serait confronté à de nouveaux mais qu'il devait travailler dessus. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du Conseil souverain, dont son chef, le général Abdel Fattah al-Burhan. Le Soudan s'est doté en août de ce conseil souverain, une instance à majorité civile devant superviser la transition au terme d'un accord entre le conseil militaire de transition qui avait succédé à Omar al-Béchir et les meneurs de la contestation. Le gouvernement, qui compte la première femme ministre des Affaires étrangères du Soudan, devra notamment relancer une économie moribonde et mettre fin à des conflits entre le pouvoir et des groupes rebelles dans les régions du Darfour, du Nil bleu et du Kordofan sud. Les problèmes économiques ont été la principale cause des manifestations déclenchées en décembre 2018 après le triplement du prix du pain. Elle s'était transformée rapidement en contestation de M. Béchir au pouvoir depuis 1989. Et passons à la RFI.fr Zimbabwe. L'ancien président Robert Mugabe déclaré héros national. L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, est mort à l'âge de 95 ans, a annoncé vendredi 6 septembre son successeur, Emmerson Mnangagwa. Robert Mugabe, malade, était hospitalisé depuis plusieurs mois à Singapour. Lors d'une intervention télévisée à Harare, le président Emmerson Mnangagwa a annoncé que son prédécesseur Robert
Robert Mugabe, décédé ce vendredi à l'âge de 95 ans, a été fait héros national. La ZANU-PF, parti au pouvoir depuis 1980, s'est réunie et lui a accordé le statut de héros national qu'il mérite grandement, a déclaré le chef de l'État, ajoutant que le pays serait en deuil jusqu'aux funérailles dont la date n'a pas encore été communiquée. Et toujours en ce qui concerne le Zimbabwe, l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, décédé vendredi à l'âge de 95 ans, a été fait héros national, a annoncé le chef de l'État Emmerson Mnangagwa. Les obsèques de l'ancien président zimbabwéen seront célébrées le samedi 14 septembre au National Sports Stadium d'Harare et son inhumation aura lieu le lendemain. Le point avec Dalia Karam. L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, décédé vendredi à l'âge de 95 ans, a été fait héros national, annoncé le chef de l'État Emmerson Mnangagwa, qui lui a succédé après un coup de force de l'armée en 2017. La ZANU-PF, parti au pouvoir depuis 1980, s'est réunie et lui a accordé le statut de héros national qu'il mérite grandement, a déclaré Emmerson Mnangagwa lors d'une intervention télévisée à Harare, ajoutant que le pays serait en deuil jusqu'aux funérailles dont la date n'a pas encore été communiquée. Les obsèques de l'ancien président zimbabwéen seront célébrées le samedi 14 septembre au National Sports Stadium d'Harare et son inhumation aura lieu le lendemain selon une note du gouvernement adressée aux missions diplomatiques. Le corps de Robert Mugabe devrait logiquement être rapatrié mercredi 11 septembre. Un membre de sa famille a déclaré dimanche à l'agence France Presse que la dépouille de l'ancien président du Zimbabwe décédé vendredi à Singapour à l'âge de 95 ans devrait être amenée dans son pays au milieu de la semaine prochaine. Robert Mugabe s'est éteint vendredi entouré de sa famille dans un hôpital de Singapour où il avait été hospitalisé plus tôt cette semaine selon un proche de sa famille. À la tête du Zimbabwe, depuis 1980, Robert Mugabe a été écarté du pouvoir fin 2017 par un coup de force de l'armée qui a installé son ancien vice-président Emmerson Mnangagwa dans son fauteuil. Salué comme l'icône de la lutte contre l'indépendance de l'ex-colonie britannique, Mugabe a régné d'une main de fer sur son pays. Depuis sa disparition, les discussions sur l'organisation de ses funérailles vont bon train entre sa famille et le gouvernement qui lui a accordé le statut de héros national. Depuis la chute de Robert Mugabe, les relations entre l'ex-président et sa famille, son successeur, qu'il a qualifié publiquement de traître, sont notoirement mauvaises. En novembre 2017, l'armée l'avait poussé vers la sortie après sa décision de limoger son vice-président Emmerson Mnangagwa sur l'insistance de sa deuxième épouse Grace, qui convoitait la succession de son nonagère de mari. Les leaders africains plaident pour une intégration et une coopération plus accrue. C'est l'appel lancé à l'ouverture mercredi dernier du Forum économique mondial sur l'Afrique à Cape Town, en Afrique du Sud. La 28e édition du Forum économique mondial sur l'Afrique est placée sous le thème « Construire une croissance inclusive et un avenir commun à l'heure de la 4e révolution industrielle ». Le point avec Shamsenemi.
Le 28e Forum économique mondial sur l'Afrique a entamé jeudi dernier sa deuxième journée et a appelé à cette occasion les pays africains à tirer parti de la 4e révolution industrielle. S'exprimant au nom du président sud-africain Cyril Ramaphosa durant la réunion plénière du forum, le ministre des Finances du pays, Tito Mboweni, a déclaré que ce n'était qu'en tirant parti des opportunités offertes par les nouvelles évolutions technologiques que le pays africain parviendrait à renforcer la compétitivité sur la scène mondiale. Le forum est cette année placé sous le thème « Construire une croissance inclusive et un avenir commun à l'heure de la 4e révolution industrielle ». Son programme couvre 4 grands domaines clés : l'innovation, le développement durable, la transition numérique et la gouvernance. Il est essentiel que les pays africains s'adaptent et évoluent, a ajouté M. Mboweni. Nous devons préparer nos jeunes à des emplois qui n'ont pas encore été créés. Nous devons adopter des mesures d'incitation pour encourager les industries susceptibles de connaître une profonde transformation structurelle au cours des quelques années à venir. L'automatisation aura notamment des répercussions sur l'emploi dans presque toutes les industries, ce qui pourrait conduire à des réductions d'effectifs et à des licenciements, a-t-il averti. Selon la société de conseil, jusqu'à 375 millions de travailleurs à travers le monde pourraient devoir changer de catégorie professionnelle et acquérir de nouvelles compétences d'ici à 2030. Les employeurs devront en conséquence prendre des engagements financiers conséquents en matière de mise à jour des compétences et de réorientation afin de répondre aux besoins du marché du travail, a affirmé M. Mboweni. Pour progresser sur le plan technologique, des mesures collaboratives, multisectorielles et inclusives doivent être prises. De fait, l'Afrique du Sud a déjà mis en place une commission présidentielle sur les 4 révolutions industrielles, dont le but d'identifier des stratégies et des plans d'action susceptibles de faire du pays un acteur mondialement compétitif dans ce domaine. L'Afrique peut et doit tirer parti des avancées technologiques pour s'industrialiser, parvenir à une croissance inclusive et attirer les investissements. Les nouvelles technologies peuvent également être utilisées pour améliorer les services. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement en ligne Madame Nahla Galalidine, journaliste, qui va nous jeter la lumière sur le Forum mondial de l'intégration en Afrique. Bonjour Madame Nahla. Bonjour. Tout d'abord, que pensez-vous du thème de ce forum qui était « Construire une croissance inclusive et un avenir commun à l'heure de la 4e révolution industrielle ». Bon, en fait, il faut donner un petit aperçu tout d'abord sur le forum. C'est le 28e Forum économique mondial sur l'Afrique. Il a été tenu au Cap, en Afrique du Sud, du 4 au 6 septembre, pour discuter en principe des moyens de permettre à l'Afrique d'exploiter pleinement son potentiel de croissance. En fait, le forum a été tenu sous un thème très important, c'est créer une croissance inclusive et un avenir partagé dans la 4e révolution industrielle. Il faut noter en fait que l'Afrique s'oriente vers l'industrialisation. L'Afrique possède bien sûr des matières premières, en plus de l'agriculture, ce qui lui permet en fait de se transformer de pays seulement agricoles et fournisseurs de matières premières en pays industriels, bien sûr. Oui. L'agenda du forum a couvert 4 domaines clés: l'innovation, le développement durable, la numérisation et la gouvernance. Donc l'innovation et le développement durable, c'est un objectif qui a été en fait déterminé au cours des sommets africains. Donc on reprend la même idée de l'innovation et du développement durable et de l'inclusion, également de la résilience. La numérisation et la gouvernance, ça, bien sûr, c'est le rôle en principe des gouvernements et des dirigeants.
Oui. Il faut noter qu'il y a 1000 dirigeants régionaux et mondiaux issus des milieux politiques, économiques, de la société civile, du monde universitaire, des entreprises, des entrepreneurs également, qui ont participé à ce forum. En fait, il y a une exclusivité presque de ce forum. Oui. C'est la participation de 29 start-upers africains qui ont exposé leur expérience et ont expliqué les clés de leur point de vue, en fait, du succès de leurs entreprises. Oui. En principe, le forum a lancé un programme de croissance pour l'Afrique. Ça, c'était l'objectif et les recommandations finales du forum. C'est donc le lancement du programme de croissance pour l'Afrique. En fait, il s'agit d'une nouvelle plateforme destinée à rapprocher les entreprises, les investisseurs et les institutions. Donc, pour faire la connaissance et nouer des relations d'entrepreneuriat entre les investisseurs, les entrepreneurs et les différents États. Oui, Madame la plateforme également définit les chances d'investissement et les entreprises en fonction dans ces États. En fait, c'est pas la première fois qu'il existe une telle plateforme en Afrique, parce que l'Égypte a déjà fait une telle plateforme, bien sûr. Également, il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, il y a également le Niger. À Madagascar, il y a une plateforme locale également qui fait la connaissance entre les entrepreneurs et les entreprises, les chances d'emploi et d'investissement. Donc, c'est pas tout à fait neuf pour l'Afrique. Madame, le forum oui. Le forum a appelé les pays africains à tirer parti de la 4e révolution industrielle. Alors, selon vous, quelles sont les modalités de cette révolution? Madame Nala, vous m'entendez, Madame Nala? Pas tellement, excusez-moi. Quelles sont les modalités de la révolution industrielle? En fait, la révolution industrielle exige bien sûr la main-d'œuvre, et ça c'est disponible bien sûr en Afrique. Exige l'expérience, et ça également c'est disponible en Afrique. Il y a également la matière première, ou bien les matières premières, ce qui est également en fait la terre de l'Afrique fournie en matière première, et elle est l'Afrique est la principale fournisseur de matières premières pour le monde entier. Donc les éléments qui sont nécessaires pour la transformation vers l'industrialisation sont toujours disponibles en Afrique. Il exige en fait une sorte de communication entre les États pour savoir les chances disponibles dans chaque État. Et je crois que la plateforme qui a été créée selon les recommandations du forum va jouer ce rôle. Oui. Madame Nala, quel est le rôle des évolutions technologiques dans la consolidation de la compétitivité des pays africains sur la scène mondiale? En fait, auparavant, on a eu besoin de se déplacer pour acquérir les expériences. Et maintenant, avec la numérisation des informations, cela est devenu plus simple. L'échange des informations est devenu plus simple. Les expériences sont exposées sur les différentes plateformes des États. Madame Nala, je m'excuse pour cette interruption, mais c'est l'appel à la prière, alors on doit quitter. Je vous remercie infiniment, notre journaliste Nahla Galaliddine. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme Autour du monde. Très bonne journée. Au revoir.